Bonjour, nous continuons toujours et le cours est aujourd'hui, nous allons étudier les droits réels résultant du démembrement du droit de la propriété. Nous avons vu les séances passées ce que c'est que le droit de la propriété, son étendue, ses limites, et puis nous avons essayé d'aborder ce droit sous différents angles. On a aussi abordé le droit de la propriété relatif aux biens immeubles, les servitudes, et aujourd'hui on va s'intéresser de près aux droits réels résultant du démembrement du droit de la propriété. Alors, le propriétaire d'un immeuble peut concéder la nue propriété de son bien et conserver le droit utile. Le droit foncier prévoit différents types de droits utiles, dit droit de manfa au droit de intifa, jouissance. Chacun régit par des dispositions spécifiques. Alors, il s'agit du droit de jouissance, du viager, du droit d'usage, du droit de superficie, de l'amphithéose, des habous, du droit de zina et du droit de hawa. Alors, le Code des droits réels les considère comme des démembrements du droit de propriété et leur consacre les articles de 79 à 141. Commençons par le droit de jouissance ou usufruit. On peut trouver différentes définitions de l'usufruit. Et prenons celle d'un dictionnaire juridique. Alors, vous savez, le droit de propriété qu'une personne exerce sur un bien lui appartenant se subdivise en deux situations, selon le dictionnaire juridique Serge Breton. Alors, d'une part, la nue propriété, qui est le droit de disposer de son bien à sa guise et éventuellement de le modifier ou de le détruire. D'une autre part, l'usufruit, qui est le droit de se servir d'un bien ou d'en recevoir les revenus. Par exemple, s'agissant d'un bien immobilier, d'en encaisser des loyers. Et si l'usufruit porte sur des obligations, d'en percevoir les intérêts. Le droit de jouissance ou usufruit sont traduits en arabe par haq al-intifa ou haq al-manfa. Tous deux représentent le droit utile sur un immeuble dont la nue propriété appartient à autrui. L'usufruit peut être établi par contrat sur un bien pour une durée définie ou non. Il s'éteint à la fin du terme convenu, sinon il s'éteint obligatoirement au décès du bénéficiaire, bien sûr, sauf disposition contraire, contractuelle ou décision judiciaire émettant un terme par anticipation. Il s'agit donc d'un droit réel, non perpétuel, qui ne s'hérite pas. Alors, comment s'établit l'usufruit? L'usufruit s'établit de différentes manières. Alors, il s'établit sur la propriété de l'immeuble, sur l'amphithéose pour le temps de sa durée, sur la superficie, sur le droit de zina, sur le droit de hawa ou de surélévation. L'usufruitier jouit de l'immeuble, mais sa jouissance doit être exercée en bon père de famille, bonus pater familias, conformément aux termes du contrat et selon les usages locaux. Il lui appartient d'en jouir directement ou indirectement dans les conditions légales, à condition de ne pas porter atteinte au bien. Il est libre de louer son droit, même de l'hypothéquer ou d'en disposer. Ces opérations ne portent effet que jusqu'à l'extinction de l'usufruit. Bon, pendant son exercice, l'usufruitier est tenu de veiller à la conservation de l'immeuble et d'informer le propriétaire ou ses ayants droit de toute revendication du tiers sur la propriété, de toute atteinte portée à celle-ci, ainsi que de sa destruction totale ou partielle. À défaut de cela, il engage bien sûr sa responsabilité civile. Alors,
Le détenteur de la nue propriété est à son tour tenu de ne pas perturber la jouissance de l'usufruitier. Redevenu plein propriétaire, il ne saurait être affecté par les engagements pris par l'usufruitier relativement à la location, l'hypothèque ou la cession du droit. Bon, propriétaires et usufruitiers sont appelés à dresser un état des lieux au début et à la fin de l'usufruit, qui s'achève par l'une des causes suivantes. L'usufruit s'achève, bien sûr, par le décès de l'usufruitier, par l'arrivée du terme fixé au contrat, par la destruction totale de l'immeuble ou l'accord amiable des parties. Il peut aussi prendre fin par la renonciation expresse de l'usufruitier, par décision judiciaire ou par expropriation de l'immeuble concerné. Enfin, il peut prendre fin par la consolidation entre les mains d'un seul de la nue propriété et de l'usufruit. C'est-à-dire, par exemple, le cas où le nu propriétaire achète l'usufruit ou l'inverse, l'usufruitier qui achète la nue propriété. L'usufruit consenti au profit d'une personne morale ne peut être accordé pour une durée supérieure à 40 ans. Passons maintenant au viager. Alors, c'est l'innovation de la loi 3908 dans ses articles 105 à 108. Le viager est défini comme un droit réel de jouissance sur un immeuble appartenant à autrui. Cette définition prête à confusion avec le droit de jouissance au usufruit précité, ainsi qu'avec d'autres droits réels similaires ayant la même dénomination. Ainsi, il est intéressant de distinguer le viager de 2011, de la loi de 2011. Alors, le viager, au sens de la loi marocaine 3908, est un droit réel qui accorde à son titulaire les mêmes avantages que le droit de jouissance. Tous deux résultent du démembrement temporaire du droit de la propriété qu'il scinde en droit utile et en droit éminent. Les conditions d'exercice de ces droits diffèrent. Le viager consiste à céder par contrat sans contrepartie le droit utile sur un immeuble à un tiers qui en aura la jouissance pendant un certain temps. La durée du viager prend fin par décès du cédant, décès du cessionnaire ou par l'arrivée du terme convenu. Pour être valable, le contrat concédant un viager doit être établi en la forme authentique. Dans tous les cas, pour la validité de l'acte, la prise de possession du bien par le cessionnaire n'est pas exigée. Il est à préciser que le bénéficiaire du viager ne peut céder son droit qu'au détenteur de la nue propriété ou à ses héritiers. Pendant la durée du viager, il est tenu d'user de l'immeuble, bien sûr en bon père de famille. Passons maintenant à un autre droit, c'est le droit d'usage ou droit d'utilisation. Alors, on le retrouve dans les articles 109 à 115 de la loi 3908. Le droit d'usage prend naissance de la même manière que l'usufruit et il s'éteint dans les mêmes conditions. Alors, pour éviter toute confusion avec le bail, le métayage ou toute autre convention qui accorderait à un tiers un droit ayant un effet similaire sur un immeuble, le législateur marocain invite les parties à préciser dans l'acte de constitution qu'il s'agit d'un droit réel. Cette disposition rappelle celle visant à différencier le bail à complet et le bail emphytéotique du bail ordinaire. Le droit d'usage peut porter sur des biens bâtis ou des terrains nus. Il confère à l'usager la faculté d'utiliser l'immeuble et d'en tirer profit tout en agissant bien sûr en bon père de famille. Alors le droit d'usage peut être constitué sur les droits de propriété, superficie, usufruit, zina, jouissance, hwa et surélévation. Il est établi sur la totalité du droit et ne peut porter sur une part indivise. Tout comme le viager, c'est un droit inaliénable et qui ne s'hérite pas. Passons maintenant au droit de superficie. Alors selon les articles 116 et suivants de la loi 3908,
Le droit de superficie est accordé par le propriétaire d'un immeuble à un tiers avec autorisation de l'exploiter, de l'améliorer, le planter ou le construire. Les améliorations réalisées, les constructions édifiées et les arbres plantés appartiennent au titulaire du droit de superficie. La nue propriété, bien sûr, reste acquise au propriétaire du fonds. Le droit de superficie peut être établi sur tout ou partie d'une propriété. Alors, comme le droit d'usage, il ne peut être établi sur une fraction indivise sans l'accord de l'ensemble des indivisaires. Contrairement au viager et au droit d'usage, le droit de superficie ne s'éteint pas au décès du bénéficiaire. Il s'hérite et peut faire l'objet de legs, de préemption et d'hypothèque. Le titulaire de la superficie peut céder son droit ou le gréver de charges ou de servitude. La loi n'en limite pas la durée comme elle le fait pour le droit de zina et l'amphithéose. Le droit de superficie prend fin par renonciation expresse du bénéficiaire, consolidation comme c'est le cas pour les usufruits, consolidation ou réunion entre les mains d'un seul du droit de superficie et de la propriété du sol, expropriation, destruction de l'immeuble. Dans la dernière hypothèse, la loi interdit au titulaire de la superficie de replanter ou reconstruire ce qui a péri ou a été détruit, même par acte fortuit ou par cas de force majeure. Passons maintenant à l'amphithéose ou au bail de longue durée. Al-Kira Tawil Al-Amad. Alors là, il s'agit d'un droit réel résultant de la location à long terme d'un immeuble urbain ou rural, bâti ou non. La loi de 2011 lui conserve les mêmes caractéristiques que celle édictée en 1915. La seule innovation consiste dans la réduction de la durée du bail qui s'étendait auparavant de 9 à 99 ans, se trouve aujourd'hui limitée entre 10 et 40 ans. Sur ce point particulier, le législateur semble s'être inspiré du bail rural prévu au DOC. Ce bail rural qu'on peut retrouver dans l'article 701. Les baux ruraux peuvent être consentis pour 40 ans. S'ils sont faits pour un terme supérieur, chacune des parties peut résoudre le contrat à l'expiration des 40 années. L'amphithéose est bien sûr susceptible d'hypothèques, de cession, de saisie pour sa durée, dans les formes et les conditions propres à chaque situation. L'amphithéote ne peut se désister de ses obligations ni laisser l'immeuble en état d'abandon. Il est tenu de supporter les frais de gestion de réparation du bien, à l'exception de ce qui a été détérioré par cas fortuit ou cas de force majeure. Les charges qu'il pourrait consentir sur l'immeuble prennent fin en même temps que le bail amphithéotique qui s'éteint dans les éventualités suivantes. Alors, le bail amphithéotique s'éteint à l'arrivée du terme convenu ou l'accord écrit des parties, par décision du juge, par expropriation ou, comme pour les cas précédents, par confusion entre les mains d'un seul de l'amphithéose et du droit de propriété. Passons maintenant au habous. Alors, les biens habous sont une catégorie sui generis de biens en droit musulman. Institution tout à fait originale et se trouvant dans les pays de tradition musulmane, souvent confondue avec les biens de main morte. Étymologiquement, waqf ou habs ont la même racine verbale qui signifie arrêter, immobiliser, mettre en dehors. Alors que les pays du Moyen-Orient préfèrent utiliser le terme waqf, qui signifie en arabe immobiliser, al-waqf, les pays du Maghreb utilisent plus le mot habs, al-ahbas, qui signifie emprisonner. Dans le livre du fiqh, on dénombre plusieurs définitions de cette institution de droit musulman, qui démontre en réalité son côté pluridisciplinaire et plutôt pluridimensionnel. Ainsi, une définition de Abdurrahman ibn Muhammad dans son traité Hashiyat al-Rawd al-Murbi', il définit les habous comme un bien immobilisé
emprisonné, à qui on a retiré quelque chose. D'autres jurisconsultes, comme Al-Nawawi, définissent le habous comme étant un transfert de propriété de l'être humain vers Allah. Le bien haboussé n'appartient donc ni au constituant du habous, ni même au bénéficiaire. Il appartient à Allah. Un autre faqih le définit comme étant l'abandon de l'usufruit d'une chose au profit d'une œuvre charitable. Un autre juriste français, Rabineau, du nom de Rabineau, il définit le habous comme étant l'abandon de l'usufruit d'une chose au profit d'un établissement pieux ou pour des fins d'assistance ou de charité. Et quant à Miliau, le professeur Miliau, il mettait les habous entre deux catégories des biens, les biens publics et les biens melk, privés. Ainsi dit-il, entre la terre kharaj, propriété domaniale, et la propriété milk, ou privatif, les waqf ou habous constituent une catégorie intermédiaire. Ce sont les biens de main morte, immobilisés et frappés de séquestre au profit de fondations créées dans un but pieux ou d'utilité publique. Ibn Arafa, un des grands jurisconsultes malikites, définit le habous comme étant un acte de disposition à titre gratuit sur l'utilité d'une chose pendant la durée de celle-ci, la nulle propriété restant réellement sur la tête du constituant durant sa vie, effectivement après sa mort. Alors, on peut conclure que de ce qui précède que techniquement, et c'est à peu près la définition adoptée par le législateur marocain, que le habous est un acte juridique unilatéral à titre gratuit par lequel un propriétaire immobilise une partie ou la totalité de ses biens au profit d'un bénéficiaire, les mettant hors du commerce, sous séquestre, la nue propriété restant réellement ou fictivement sur la tête du constituant, al-muhabbis. Alors, pendant longtemps, on s'est posé des questions dans le fiqh musulman sur la légitimité du habous. Car, faudrait-il le souligner, cette institution n'est pas mentionnée dans le Coran, la première source du droit musulman. Seul un hadith du prophète y fait référence. En effet, le prophète répondit à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui lui demandait ce qu'il pouvait faire de sa terre pour être agréable à Dieu. Immobilise-la, dit-il, de façon à ce qu'elle ne puisse être ni vendue, ni donnée, ni transmise en héritage et distribuée. Et distribue-en les revenus aux pauvres. Alors, cette légitimité, quoique faible à ses débuts, finira par se renforcer après que les acquis du habous ont démontré l'intérêt de cette institution. Alors, à cette institution, il y avait des nagateurs, il y avait des jurisconsultes qui pensaient qu'elle était une sorte de bid'a. Ils sont peu nombreux, mais ont leur place dans la doctrine musulmane, car leur principale référence est le célèbre jurisconsulte Abu Hanifa, fondateur du rite hanafite. En effet, et il a raison, selon ce jurisconsulte, le habous est en contradiction avec les principes généraux de l'islam, que sont la libre circulation des biens et l'autonomie de la volonté. Car le habous, vous le savez, il immobilise la propriété, qui devient hors du commerce, et ce qui porte atteinte, dans certains cas, à l'autonomie de la volonté, dans le sens où il ne nécessite pas le consentement du bénéficiaire pour prendre tous ses effets. À cela, on peut ajouter le fait que cette institution a souvent servi de prétexte pour contourner le droit des successions, en évinçant les femmes, par exemple, ou en faisant un legs dépassant le tiers de la succession, ce qui est formellement interdit par Al-Mawarith. L'histoire témoigne de plusieurs habous faits au bénéfice de la descendance mâle du constituant, excluant ainsi les femmes. Le recueil de Winchell nous en donne plusieurs exemples. Tout cela a plaidé pour une interdiction de cette institution
via le procédé de Sadd ad-Dara'i'. Mais l'analyse économique que font les détracteurs des habous pour le débouter va donner raison à cette institution. Le habous est pratique et les résultats du bien qu'il apporte à la communauté sont visibles. Les défenseurs des habous se basent sur le hadith du prophète avec Omar et sur le fait que plusieurs compagnons du prophète ont bien sûr constitué des biens habous. À cela, ils ajoutent les avantages économiques et sociaux que le waqf ou le habous peut offrir à la communauté. D'autant plus que la sunna et le Coran encouragent les musulmans à la bienfaisance et les œuvres charitables. En effet, dans le Coran, le mot waqf n'est pas révélé de façon formelle, mais on trouve dans le Coran quelques versets qui incitent les musulmans à investir dans les voies d'Allah, fi sabilillah. Le habous, il est ni une donation, ni une aumône au sens traditionnel. Le bien immobilisé n'appartient plus au constituant qui ne peut plus en user. Le bénéficiaire obtient la jouissance du bien, mais n'en devient jamais propriétaire. Le habous n'est donc pas une simple libéralité. C'est une action dictée par le désir d'être agréable à Allah, de faire du bien en ce bas monde. Les meubles frappés de habous en demeurent affectés jusqu'à leur détérioration. Cet aspect de la question ne sera pas abordé. La présente étude étant consacrée aux immeubles, on va s'intéresser plus aux immeubles habous. Alors, le habous qui a été établi sur un immeuble est supposé durer à perpétuité, sauf stipulation contraire dans l'acte constitutif, ou annulation de cet acte par le juge ou expropriation de l'immeuble. Il profite selon les situations aux bénéficiaires directs indiqués dans l'acte, aux bénéficiaires intermédiaires désignés, au habous public. Alors, eu égard au caractère spirituel du patrimoine frappé de habous et considérant l'importance de l'institution sur la scène nationale, le Code des droits réels, publié en 2011, s'est abstenu de traiter cette question, préférant s'en remettre bien sûr aux mesures spéciales édictées en 2010 par le Code des habous, qui est un code novateur. Passons maintenant au droit de zina. Alors, au terme des articles 131 à 137 du Code des droits réels, le droit de zina est un droit réel résultant du démembrement du droit de la propriété. Il est établi par convention sur un terrain nu que le propriétaire cède à un tiers afin d'en jouir avec possibilité de l'aménager, le complanter ou le construire. Les constructions édifiées et les plantations réalisées appartiennent aux détenteurs du droit du zina, dit le zinataire. Alors, pendant une période bien sûr limitée dans le temps, le sol, ou plus précisément la nue propriété, appartient bien sûr au propriétaire du fonds, enfin le nu propriétaire. Le droit de zina est un droit réel temporaire dont la durée ne peut dépasser 40 ans. Et il prend fin avec l'arrivée du terme, 40 ans, désistement écrit du bénéficiaire, accord amiable des parties, décision judiciaire, consolidation des droits par réunion entre les mains d'un seul du droit de zina et de la nue propriété, expropriation du bien ou destruction de ce bien. Passons maintenant au droit de hawa et de surélévation. Alors, le droit de surélévation d'une construction appartient à son propriétaire. Et le propriétaire peut aussi créer au-dessus de son bien un droit de hawa tel que décrit aux articles 138 à 141 du Code des droits réels. En réalité, selon certains auteurs, le droit de hawa ne résulte pas vraiment d'un démembrement de propriété. Le propriétaire limite volontairement ses prérogatives en matière de surélévation de sa construction en cédant à autrui la colonne d'air surplombant son édifice afin d'y édifier une nouvelle construction. Le titulaire du droit de hawa est propriétaire de la surélévation qu'il peut utiliser, louer, céder
hypothéqué ou grévé de charges. Il s'agit donc de deux droits de propriété distincts, superposés et interdépendants. Le titulaire du droit de hawa ne peut établir un droit de hawa au-dessus de sa construction sans l'accord du propriétaire du dessous. Le droit de hawa, droit coutumier, ne peut être consenti sur une partie indivise, sauf accord de tous les indivisaires.